sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur GITV pour vivre l'implantologie en direct. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mois le lundi soir en direct de Nice. D'autant plus que ce soir, a priori, on est comme souvent, mais là peut-être d'autant plus par le conférencier qu'on reçoit, regardez un petit peu partout dans le monde entier. Donc je dis bonsoir à vous tous qui êtes connectés sur le chat et vous savez que vous allez pouvoir nous poser des questions parce que cette émission se veut interactive. Et pour répondre et relayer vos questions sur le plateau, il y aura bien sûr le docteur Anna Chichou. Bonsoir Anna. Bonsoir Antoine, bonsoir Joseph et bonsoir à tous. Bienvenue Anna. Allez, je brûle d'impatience de vous le présenter. Je suis très heureux, un ami de 13 ans maintenant, très heureux de le recevoir sur ce plateau. Il était déjà venu nous voir eh bien, on avait déjà échangé. Il rentre tout juste de Montréal, c'est Joseph Choukroun. Bonsoir Joseph. Bonsoir Antoine, bonsoir Anna, bonsoir à tous. Alors Joseph, je vais te présenter. Ce soir, on va parler bien évidemment d'Advanced PRF, c'est-à-dire d'un nouveau protocole de PRF. On va essayer aussi de comprendre comment et ce que peut nous apporter le PRF dans nos chirurgies, nous implantologues et nous qui faisons de la reconstruction osseuse et de l'implantologie dentaire. Et je voudrais te présenter, alors on se suit depuis longtemps, alors on va dire que tu es médecin anesthésiste bien sûr, spécialiste de la douleur, maintenant tu es même plus spécialiste d'ingénierie tissulaire. Et puis depuis 2001 et ce premier article sur le PRF avec feu Christian Scheffler, Alain Vervel, eh bien on voit que les choses ont énormément bougé. Moi j'ai été voir sur Facebook, là c'est incroyable ce qui se passe, tu as des amis dans le monde entier et puis tu fais surtout maintenant des conférences dans le monde entier. J'ai vu des messages de sympathie de Francfort, il y a un Indien qui pense que tu es son gourou, donc les choses bougent énormément autour du PRF, non? Depuis quelque temps. Oui, ça bouge énormément. Bonsoir à tous. On est vraiment dans la deuxième phase aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant des années, on a appliqué un protocole qui marche, qui a rendu beaucoup de praticiens heureux, mais comme dans toute technique médicale, arrive le moment où il faut un petit peu changer, il faut avancer parce que la médecine ne s'arrête jamais. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va le voir, au départ, on a eu donc un premier article en 2001. Alors, moi, je voudrais simplement rappeler aux gens, beaucoup se plaignent que les Français ne publient pas. On a un petit peu publié d'ailleurs ensemble sur le PRF, avec David Dohan aussi à l'époque. Et puis, si on regarde un peu la courbe des articles et des publications internationales, hein, c'est important, celles qu'on retrouve sur PubMed, eh ben, on se rend compte que depuis 2011-2012, les choses bougent énormément avec surtout des très grands qui se mettent à s'intéresser sur le PRF, surtout à sa qualité en tant que matrice pour aussi être vecteur de phénomènes de cicatrisation. Et c'est ça qui est assez excitant sur ce produit, c'est de l'avoir vu naître, de l'avoir vu mûrir, et on sait qu'on n'y est pas encore, ça ne s'arrêtera sans doute jamais, mais en tous les cas là on a une certaine phase de maturité avec peut-être une nouveauté, le fait qu'on a de plus en plus d'études maintenant sur le tissu osseux et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Oui, absolument. Autant la communauté scientifique était, je dirais, perplexe quant à l'effet du PRF sur l'os. Enfin, en tous les cas, nous qui l'avons utilisé depuis le début dans l'os, on en était convaincus, mais pas tout le monde, et c'est normal. Mais aujourd'hui, l'immense majorité des articles qui sont publiés le sont sur l'effet du PRF sur le tissu osseux. Et donc, aujourd'hui, c'est une consécration, c'est clair. C'est clair. Alors avec Anna, on a regardé rapidement, on vous a sélectionné 6 articles. On n'a pas le temps de les voir, mais un premier article de Özdemir qui montre que le PRF sous des mèches de titane pour reconstruire de l'os sur l'animal marche aussi bien que l'hydroxyapatite bovine, PRF seul. Un article de Gastling extrêmement intéressant, et ça j'aimerais avoir ton commentaire là-dessus parce que l'idée c'est de dire est-ce que le PRF sur des volets latéraux dans des comblements de sinus pour fermer cette fenêtre osseuse fonctionne aussi bien qu'une membrane de collagène, et Gastling avec cette étude en bilatéral, hein, c'est-à-dire un côté membrane de collagène, l'autre côté PRF, donc une étude très puissante, montre qu'il n'y a pas de différence.
C'était dès le début mon sentiment, en tous les cas clinique. Je n'avais aucune preuve scientifique. C'était que lorsqu'on utilisait du PRF pour protéger les fenêtres, les comblements sinusiens, on avait à la réouverture un aspect tout à fait comparable à celui qu'on obtenait avec une membrane collagène. Et effectivement, il a fallu attendre presque 12 ans pour que cette étude qui a été faite à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, et en fait j'étais allé voir cette équipe il y a presque 10 ans maintenant, et on a commencé à travailler ensemble il y a 10 ans, mais c'est toujours très long pour faire des études bien contrôlées, humaines, etc. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, la membrane de PRF qui met à peu près une quinzaine de jours à se résorber, elle n'est pas très loin de la résorption d'une membrane de collagène classique qui est entre 2 et 4 semaines. Donc finalement, entre 2 et 4 semaines, il n'y a pas une grande différence. Et je pense qu'elle est là la réponse, c'est qu'en fait, la protection... Avec un périos sain, bien sûr, oui, qui n'a pas été... Exactement, qui n'a pas été incisé, etc. Mais attention, je n'ai jamais dit que j'utiliserais du PRF pour couvrir une ROG, notamment lorsqu'on utilise des substituts minéraux non collagénés comme l'os humain. Donc il y a quand même une limite à l'effet. Il y a des indications. Celle de la fenêtre sinusienne en est une bonne. Alors, autre étude très intéressante, celle de Kim, hein, tu vas en reparler un petit peu. Alors là, on a d'un côté PRF avec du phosphate tricalcique, de l'autre PRF avec BMP, et on se rend compte que finalement, le côté avec PRF fonctionne mieux que le côté avec BMP. Alors, on attend après, on en parle après, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. On peut déjà juste expliquer qu'en fait, l'explication de cet article qui est très intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la communauté scientifique explique que le protocole utilisé par les praticiens, les chirurgiens, que ce soit orthopédiques, maxillofaciaux ou dentistes, qui utilisent des BMP du commerce, sont dans l'erreur. C'est-à-dire que mettre une quantité de BMP comme ça dans un site fait qu'on ne va pas retrouver grand-chose peu de temps après. C'est-à-dire que, à mon avis, le PRF, par son effet de longue durée, voilà pourquoi il est plus efficace que les BMP. C'est pas que les BMP sont pas efficaces, c'est que la manière de les utiliser n'est pas bonne. Et puis sans doute donc un peu de... Hein, on l'attend tous, des BMP pour pas cher, on va dire. Oui, exactement. Exactement. Et puis les deux dernières, c'est sur l'effet du PRF sur les cellules ostéoprogénitrices du ligament parodontal avec une stimulation de la cicatrisation osseuse et puis même un intérêt dans les réimplantations de dents et les transplantations notamment de dents de sagesse. Donc on n'arrête plus finalement comment dire, les indications autour du PRF et c'est aussi beaucoup d'études qui commencent à intéresser les diabétologues, les choses comme ça, parce que c'est plus réservé qu'à la bouche finalement. Hein, tu travailles aussi avec beaucoup de médecins aujourd'hui. Oui, on travaille beaucoup, surtout en orthopédie. Aujourd'hui, le développement le plus important se situe en orthopédie. Parce qu'ils ont, en fait, on se rend compte de deux choses, c'est que d'abord, les orthopédistes savent moins manager une greffe que les dentistes. Alors c'est une grande surprise. C'est des grands chirurgiens, hein, je ne dis pas, mais ils ne savent pas gérer une greffe. C'est-à-dire, en fait, eux, ils remplissent. Alors que les chirurgiens dentistes, ou les paros, les implantos, ont une façon de faire qui est beaucoup plus, je dirais, plus rigoureuse et plus scientifique, et donc plus biologique. Et en fait, on se rend compte qu'en orthopédie, il y a énormément d'échecs à cause de ce défaut de protocole. Donc tu es dessus et, oui, et on espère que les choses vont bouger de ce côté-là. Alors la question finalement, on l'a un peu abordé. Beaucoup disaient ouais, le PRF ça marche sur la gencive, on a des belles cicatrisations, ça je crois que c'est unanime, hein, mais sur l'os ça marche pas tant que ça. Alors est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Oui, la question en fait qui existe depuis 13 ans, c'est oui, mais on sait les facteurs de croissance, ça agit sur les tissus mous, mais il nous faut des preuves de l'activité des facteurs de croissance sur les tissus durs. Et en fait, ma réponse depuis de longues années est de dire, si on veut se mettre sur le plan uniquement biologique, les facteurs de croissance sont autant efficaces sur les tissus mous que sur les tissus durs. Mais, et c'est pour ça que je dis dans mes conférences ou dans mes formations, oui en théorie, parce que stimuler un tissu mou c'est très facile, stimuler une croissance osseuse nécessite beaucoup de facteurs
combinés, et donc ça devient une procédure qui va mettre en jeu beaucoup de facteurs. On va en voir quelques-uns à la fin de l'émission. Et donc c'est pour ça que je dis toujours c'est en théorie. Néanmoins, cette année, on a eu la chance, je dirais, d'avoir par des très grands chercheurs, et notamment par des équipes de Harvard, des explications très claires et très scientifiques. Pourquoi est-ce que le PRF est obligatoirement actif sur les tissus durs? Premièrement, c'est Lonissa Nguyen qui, dans cet article très intéressant publié dans Tissue Engineering, qui explique que, en fait, l'apport de fibrine, de thrombospondine et de fibronectine par le PRF va jouer le rôle de matrice extracellulaire provisoire. Alors à quoi ça sert une matrice cellulaire, une matrice extracellulaire? C'est la première étape de la fabrication de l'os. C'est-à-dire il faut d'abord une matrice pour que des vaisseaux puissent se développer et que si ces vaisseaux se développent, alors l'os pourra se développer également dans la greffe. Et donc le fait d'amener du PRF avec sa fibrine, avec éventuellement ses facteurs de croissance, dont la thrombospondine, article publié par David Dohan, que je salue au passage, puisqu'il nous regarde depuis l'autre côté de la planète en Corée, et la fibronectine, puisque la fibronectine est apportée par l'Exuda, eh bien, cet ensemble va permettre la vascularisation instantanée, le début de la vascularisation d'un greffon, enfin d'un comblement, dans lequel on a mis du PRF. Et c'est pour ça que j'insiste, depuis plusieurs années, mais j'insiste encore de plus en plus, parce qu'aujourd'hui nous avons les preuves scientifiques, c'est que quand on utilise des biomatériaux, on doit les mélanger avec de la fibrine, avec des morceaux de fibrine, toujours et toujours. C'est pour moi un protocole incontournable. Il faut hydrater le comblement avec l'exuda, parce que l'exuda amène la fibronectine. Et donc, on me dit toujours, pourquoi est-ce que tu ne sors pas de biomatériaux dans les seringues? Et vous avez compris pourquoi je ne peux pas. Parce que si j'ai une seringue, je ne peux pas mélanger le PRF à l'intérieur, et donc l'hydratation va être un petit peu plus compliquée. Donc pour moi, en ce qui me concerne, si on utilise des biomatériaux, c'est sans la seringue. Alors, si je résume, PRF permet d'apporter via l'exuda, mais surtout via sa matrice, une matrice provisoire. Et ça, c'est un petit peu encore de l'eau au moulin et à ton idée de départ de dire meilleures seront les conditions à T0 pour la cicatrisation osseuse, plus rapidement derrière elle va s'embrayer. Absolument, absolument. Démarrer avec de la fibrine, et d'ailleurs on s'oriente. Je vais bientôt publier un article justement sur quelle est la dose adéquate, quelle est la posologie adéquate du PRF. On va se rendre compte que c'est dose dépendant en fait. Nous sommes dans un contexte d'activité dose dépendante. Alors pour revenir à l'activité du PRF sur le tissu dur, jeudi matin en partant sur New York justement, j'ai eu le plaisir de récupérer cet article qui a été publié par Akiko Mamoto, qui est un immense chercheur à Harvard aussi. Et pour moi, il a publié vraisemblablement le meilleur article qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature depuis 20 ans. Cet article qui parle justement de conditions biomécaniques pour la revascularisation des tissus. Et donc, Akiko Mamoto s'est intéressé au PRF et au PRP, et justement pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait obtenir comme vascularisation. Et donc, premièrement, il nous apprend que dans le PRF, il y a aussi du collagène de type 4 et de l'élastine, encore deux éléments d'une matrice extracellulaire qui va permettre d'accélérer la vascularisation du greffon. Mais il dit également que, et là il le prouve par contre, avec des études extrêmement rigoureuses, que le PRF induit une vascularisation in vivo, ce qui est très intéressant. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, on doit utiliser le PRF mélangé aux biomatériaux, ça c'est obligatoire. On doit hydrater les biomatériaux avec l'exuda car on amène de la fibronectine. Il y a une question, Joseph. Ah. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé. Non, mais s'il y a une question... Anna. Il y a des gens un peu impatients qui ne veulent pas attendre la publication de ton article et qui te demandent cliniquement comment on dose ce PRF dans le biomatériau. Combien de membranes pour combien de grammes? Alors écoutez, je peux vous dire aujourd'hui que il y a encore quelques mois, je mettais une membrane ou deux membranes dans un comblement de sinus par exemple, ou dans une ROG. Je dirais aujourd'hui, je suis facilement à 3-4. D'accord.
Je suis facilement à 3,4. C'est-à-dire j'ai augmenté la quantité de PRF, mais en arrière-pensée, vous avez compris que si j'ai des BMP, j'ai augmenté aussi le taux de BMP dans la greffe. Donc il y avait un double... Mais ceci étant, je ne sais pas si ce soir il regarde, c'est un Croate, un client de Croatie, qui lui le premier m'a mis sur la voie et qui m'a dit « plus j'en mets et plus je suis content ». Et moi, quand un clinicien me donne une petite indication comme ça, ben je fonce, je me dis bah il a peut-être raison. Et puis on avait, notamment avec Alain en Simon-Pierry, oui. pour des très jolis cas de sinus qu'avec du PRF, avec notamment des cellules souches aussi. Donc tout ça, c'était quand même, ça a été publié et ça a été très très novateur à l'époque. Oui, ben Antoine a la décence de ne pas citer son article, parce qu'il a été le premier à publier un article sur le PRF seul dans les sinus, qui c'est en 2008. Et depuis, Alain Simon-Pierry a publié, je crois qu'il y en a eu un autre, je ne me rappelle plus par qui, et celui de Tajima récemment au Japon. Alors, justement, la discussion va commencer. Pourquoi est-ce que le protocole a changé? Parce qu'il faut raconter, c'est une histoire que je raconte depuis 14 ans, mais cette histoire, elle est récente. C'est-à-dire que nous avons été approchés au mois de juin, en fait j'ai été tout simplement convoqué à Paris, à la NSM, pour m'entendre dire « Monsieur, c'est terminé, vous ne pouvez plus utiliser les tubes que vous vendez, parce que vous ne respectez pas la loi européenne, et entre autres la directive européenne 93-42, vous devez utiliser des dispositifs médicaux. » Alors je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini, l'affaire est morte, on va s'arrêter. Et puis, en discutant avec la responsable de l'AFSAPS, elle me dit, écoutez, si vous vous engagez à sortir un dispositif médical, je vous laisse le temps de le sortir. Je lui dis, bah, écoutez, je vais essayer. En tous les cas, je vais essayer. C'est aussi sympa, hein. Non, pas toujours. Mais vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des gens extrêmement... D'abord, premièrement, ils ont compris et ils ont vu que il y avait des milliers, pas seulement en France, mais dans le monde entier, qui utilisaient le PRF, et donc il n'était pas possible de dire, parce que là on rentre dans un problème de santé publique. Si on interdit le PRF tout de suite, ça veut dire qu'on prive peut-être des gens d'un bienfait quelconque. Et donc ils me disent, bah, écoutez, si vous engagez à publier, on vous donne le temps que vous voulez, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je leur ai demandé 6 mois et il m'a fallu 1 an. 1 an pour sortir un tube, parce que personne en Europe n'est capable de les fabriquer. Mais en même temps, quand je suis rentré à Nice, je me suis dit, bon, ben, puisqu'on va partir sur un nouveau concept, on va peut-être remettre les compteurs à zéro. Et c'est comme ça que j'ai remis les compteurs. J'ai dit, bon, je vais partir d'une feuille blanche. C'est-à-dire que je vais garder le concept de récupérer du sang et de le centrifuger, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a plein de choses à revoir. Et donc, je me suis donné 3 mois, tout l'été, juste en réflexion. Et voilà donc ces fameux tubes maintenant qui sont sortis, qui sont emballés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour respecter la réglementation européenne, il faut que le tube soit stérile à l'intérieur et à l'extérieur, et donc emballé stérilement. Alors effectivement, quand on travaille en orthopédie, etc., ça a sûrement des indications, mais je dirais que ça nous a permis en tous les cas d'aller chercher d'autres possibilités. Et comme quoi, des fois, quand on est un petit peu coincé dans un corner, ben exactement, à ce moment-là, on travaille mieux. Alors, quelle a été la réflexion? C'est que depuis le début, dans le PRF, il y a des leucocytes. Ils y sont pas tous. Tous les types de leucocytes ne sont pas représentés, notamment les monocytes. Mais à l'époque, on avait juste cette constatation que le PRF avait plus de cellules blanches que les autres techniques qui étaient le PRP ou le PRGF. Et en fait, cette dernière année, on a eu la conviction profonde que ces cellules jouaient un rôle prédominant. D'abord parce qu'ils intervenaient dans la revascularisation